Alors, comment prendre une œuvre architecturale comme objet pédagogique? Je pense que c'est vraiment un enjeu, je pense, pour un enseignant qui est extrêmement excitant. Et d'autant plus quand c'est sur deux écoles dont on ne maîtrise pas forcément les points de vue pédagogiques. C'est-à-dire que l'intérêt de cette exposition pour nous, en tant que commissaire et en tant qu'enseignant, c'était justement de voir la variabilité. C'est-à-dire de laisser suffisamment de place pour que euh, des propositions puissent émerger. Ce qui aurait été extrêmement différent si moi, par exemple, je travaillais sur un objet que je maîtrisais parfaitement et que j'avais totalement préfiguré les objets qui devaient en émerger à partir de ça. Là, évidemment, on avait fait un grand travail préparatoire qui était plutôt un travail scientifique, donc, qui était basé sur toute la recherche faite par ma collègue Alessandra Cricogna, Officina Bobardi, mais on l'a mis en jeu, c'est-à-dire qu'on avait mis dans chaque enseignement des objets en disant on va les interpréter à travers les modes de représentation, à travers le regard qu'on porte dessus. Avec la difficulté, c'est qu'effectivement, tous ceux qui travaillaient avec nous ne sont pour beaucoup jamais allés au Brésil. Qui s'est déplacé au Brésil? Alessandra Cricogna avait une très bonne connaissance du Brésil parce qu'elle est allée plusieurs fois évidemment faire ses recherches, notamment évidemment à l'Institut Bobardi qui était notre partenaire important sur ce projet puisqu'il y avait quand même cette confiance qui était déjà là installée, l'ouverture des archives, voilà, le dialogue avec les différents acteurs de l'Institut Bobardi sans lequel évidemment ça aurait été impossible. Et nous, avec Arnold Pasquier et moi, nous sommes déplacés, lui sur un mois et moi sur une période plus courte, ce qui aussi a permis de rencontrer les personnes qui l'ont connu et enrichir aussi cette exposition par ses regards multiples, non seulement au sein des enseignements, mais aussi par ces regards multigénérationnels entre les collaborateurs qui ont aujourd'hui 70 ans, voire plus, et des étudiants aussi brésiliens. Il y avait deux étudiants brésiliens qui ont participé au projet, une là-bas sur place, qui était venue à Belleville pendant une année, et un autre étudiant qui était déjà diplômé et qui avait étudié au fait l'œuvre de Lina Bobardi durant tout son parcours. Il a étudié avec ce collaborateur, et puis il s'est inséré dans notre équipe. Donc on avait des passeurs, on peut dire, des passeurs de différentes générations. Donc ça, c'est un peu les conditions sans lesquelles je pense que ce projet ne se serait pas fait. Après, ce qui est intéressant, c'est culturellement voir comment, évidemment, chaque école apporte sa culture de regard et sa culture de forme de représentation. Le dessin, la maquette, voilà, les vidéos qui ont été faites, c'est autant de modes de représentation multiples qui ont été explorés. Par rapport à la question de Lina et le folklore, alors là c'est une question qui je pense assez complexe parce qu'au fait elle détestait le mot de folklore. Pour elle le folklore c'était pas l'objet. Justement elle fuyait le folklore. Pour elle son intérêt pour l'art populaire ne se situait pas dans la dimension folklorique. C'était vraiment de regarder comment ces objets qui sont issus finalement il n'y avait pas d'artisanat tel qu'il pouvait exister sous forme corporative en Italie, et il n'existait pas au Brésil, mais en revanche, ce qui l'intéressait, c'est cette articulation entre l'industrie de masse et comment l'artisanat ou comment l'art populaire se réapproprie ces objets-là, les transforme, et l'ingéniosité et l'économie qu'il y a derrière cette transformation. Donc ça, c'est quelque chose auquel elle était particulièrement sensible et qu'elle va mettre en valeur, qu'elle va faire découvrir d'une part ces objets nouveaux, on va dire, qui sont fabriqués à partir de, on va dire, des objets dérivés, et toute la culture populaire qu'elle va faire découvrir aux Brésiliens finalement, parce que vraiment toute son expérience bahienne, et c'est comme ça qu'elle est perçue dans un très joli film de 93, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus, c'est-à-dire tous ceux qui sont interrogés, Caetano Veloso notamment, et tous ceux qui l'ont connu, qui ont croisé son chemin, montre que finalement Lina c'était ce révélateur de quelque chose qui existait mais qui ne voyait pas parce qu'on ne mettait pas en avant le Brésil à l'époque, c'était le Brésil moderne, c'est le Brésil du mouvement moderne, et l'expérience du Nord-Est c'est aussi ce moment où on va montrer ces racines profondes, depuis ces racines vraiment qui ne sont pas les racines blanches européennes, c'est vraiment les racines locales, et elle va vraiment les magnifier en les mettant dans les musées, mais sans jamais ce sentimentalisme folklorique. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très étranger pour elle. Elle n'était pas dans cette espèce de collection du folklore, du musée de folklore. C'est plutôt vraiment la manière dont on
dont cette culture est réactualisée toujours à travers le filtre de la modernité. C'est cette rencontre entre l'artisanat et son possible de devenir de design moderne. Je pense que c'est là où, et là évidemment ça puise dans sa connaissance, enfin dans sa formation italienne, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle arrive à faire ce lien entre cette formation italienne des années 30-40 et que cette base, au fait, elle la mène sur un autre terrain et qu'elle arrive à le restituer pour d'autres. Et il y a toujours ce lien entre l'industrie et l'artisanat et la modernité et la tradition. Je pense que c'est vraiment le cœur de son travail. Il n'y a pas de contradiction, il y a une tension, mais pas de contradiction. Ça, on peut dire que c'est quelque chose que connaissent les vrais créateurs, enfin, parce que de fait, elle a une œuvre qui est assez difficile à classer. Chaque objet est très différent. Il n'y a pas de série. On ne peut pas dire qu'elle a fait des œuvres qui se reconnaissent comme le Corbusier. On peut dire qu'il y a une écriture, il y a un style qui ressemble. Là, chaque objet, finalement, rebat les cartes et part de cette réalité de terrain, de ce contexte, du terrain, de l'usage, de l'histoire, un peu épaisse. Donc je pense qu'il y avait déjà ça qui ne rencontrait peut-être pas une telle réception au moment où elle l'a fait. Elle a travaillé sur des problématiques de marge, par exemple, qui évidemment existaient aussi ailleurs. La friche, le travail avec les habitants. C'est des choses que d'autres ont explorées. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas la première à explorer ces questions-là. Mais c'est des questions qui sont extrêmement actuelles et qui ont un écho profond auprès de la jeune génération, dans un contexte évidemment de problématiques de développement durable et de l'économie de la construction. C'est des questions qui ne sont pas des questions des années 80, par exemple. C'est des questions qui aujourd'hui sont débattues au sein des écoles et son intérêt. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'architectes ou de jeunes architectes ou d'artistes aussi, pas seulement des architectes, se retrouvent dans son œuvre parce que ça touche à ces questions-là qui sont aujourd'hui au cœur du projet. Et alors on peut dire qu'elle a aussi une œuvre assez monumentale, parce que les objets sont monumentaux. Mais dans cette monumentalité, il y a cette extrême attention à l'usage, à la description justement fine, et à l'attention fine, comment les lieux préexistaient, comment ils étaient avant et comment cet avant on peut leur introduire dans le après. Je pense que c'est un fil tenu et qui n'a pas été évidemment dans la pensée moderne. On peut dire que, bon, ça sent caricaturer l'œuvre de Le Corbusier, mais quand même la problématique de la tabula rasa, elle est quand même importante dans le fonctionnalisme. Elle n'est pas là-dedans, Que ça soit dans ses dessins, c'est quelqu'un qui est très attentif à l'usage, pas comme un prétexte. On dit toujours on fait pour quelqu'un. Elle c'était au-delà de l'obligation de faire pour ou du slogan. Elle allait regarder comment les gens vivaient vraiment. Il y a et ça se sent dans son architecture et je pense que c'est réellement ça qu'on reçoit aujourd'hui. C'est ça qui reste moins que l'icône de la maison de verre. Finalement, paradoxalement, l'icône de la maison de verre qui était cette icône de l'architecture moderne, qui était un très beau bâtiment, hein, qui est finalement le moins intéressant, si je peux dire, c'est le moins personnel dans son parcours. Le plus personnel, ça va être le théâtre-officine, tout le travail sur la réhabilitation qu'elle fait. Là, elle est vraiment dans des thématiques très actuelles, du temps long, de l'économie, qui n'est pas de la pauvreté. Hein. On n'est pas dans une affirmation de la pauvreté comme un sorte de slogan qu'il faut être pauvre. Et on est dans les conditions d'économie, et c'est qu'une économie produit quelque chose de spécifique. Je pense que c'est ça qui est très intéressant chez elle. C'est une économie pas pour l'économie, mais parce que c'est dans une sorte de vérité d'usage. Elle insiste beaucoup sur le fait que les personnes pauvres, elles sont dans l'économie et elles sont dans le juste, dans le vrai, parce qu'elles ne vont pas faire du superflu. C'est plutôt ça, cette question de vérité, d'usage qui je pense, trouve un écho aujourd'hui dans une société de consommation auprès des jeunes générations qui sont contre cette société de consommation, qu'elle a anticipé, je pense, qu'elle a anticipé dans son discours et dans son œuvre.